Si vous vous contentez d'échanger avec d'autres pays, ce n'est pas le profit maximal. Le profit maximal vient du pillage, et c'est ce dont ils ont besoin pour rééquilibrer leur système. Ils ont besoin d'une orgie de pillage, comme celle qu'ils ont eue lors de la chute de l'Union soviétique en 1991. À cette époque, le système capitaliste mondial était également en profonde crise. Et ils ont réussi à se restabiliser temporairement grâce à une orgie de pillage des ressources de l'Union soviétique et des républiques socialistes d'Europe de l'Est. Aujourd'hui, l'Europe de l'Est est devenue en quelque sorte colonisée. Mais la Russie a eu la force et la capacité d'arrêter ce processus, de le renverser et de redevenir un pays souverain. Et cela est une abomination pour l'Occident. C'est pourquoi ils sont tous vent debout et qu'ils s'unissent pour détruire la Russie. Ils ont même parlé ouvertement de décoloniser la Russie. C'est un terme tellement répugnant à utiliser, venant des impérialistes contre un pays qui essaye simplement d'être souverain. Bonjour à tous, ici Pascal Lotaz de Neutrality Studies. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Jyoti Brar, l'une des dirigeantes du Parti communiste de Grande-Bretagne, rédactrice des publications du parti et porte-parole de la plateforme mondiale anti-impérialiste. Aujourd'hui, nous souhaitons discuter de son analyse du rôle que joue le Royaume-Uni dans la guerre russo-ukrainienne, le génocide à Gaza et la nouvelle guerre en cours avec l'Iran. Jyoti, bienvenue. Merci beaucoup Pascal de m'avoir invité. Non, merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Je suis vraiment impatient d'entendre le point de vue des communistes britanniques sur ce qui se passe exactement. Et peut-être pourrions-nous commencer par la question la plus récente. Cette horrible narration en Occident selon laquelle il nous faudrait absolument une guerre avec l'Iran. On la présente comme la chose la plus importante du moment. Pouvez-vous en parler? Oui, absolument. C'est en réalité horrible pour ceux d'entre nous qui prêtent attention à la réalité plutôt qu'au récit, de voir cela se dérouler à nouveau de manière aussi atroce et d'une façon qui viole tous les principes d'humanité, de justice et de droit international. Mais fondamentalement, nous assistons à une sorte de rediffusion, n'est-ce pas, de la montée vers la guerre en Irak ou des premiers jours de la guerre contre l'Irak en 2003. Bien sûr, il y a eu plusieurs guerres contre l'Irak, tout comme il y a eu plusieurs guerres contre l'Iran. Mais cette offensive de propagande vise à préparer la population ici à l'idée que, comme vous l'avez dit, il faut absolument faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Rappelez-vous, nous avons eu exactement le même slogan « Il faut faire quelque chose », repris par tous les médias et tous les politiciens à travers l'Occident avant l'invasion de l'Irak en 2003. Il faut faire quelque chose. C'est urgent, il faut agir maintenant. Parce que, qu'est-ce qu'on nous disait à l'époque? Ils sont à quelques jours de fabriquer une sorte de bombe chimique horrible. Ce qui, bien sûr, s'ils la fabriquent, ils la lanceront immédiatement sur la population locale, sur tout le monde autour d'eux. Ce sont en quelque sorte des super méchants à la James Bond qui prévoient de faire exploser la planète si on ne les arrête pas. C'est en réalité un récit absurde, si l'on s'y connaît un tant soit peu, mais on nous nourrit d'un tel régime de récits hollywoodiens ridicules que lorsque tout le monde les répète de toutes parts, on finit par croire que cela doit être vrai. Il doit bien y avoir quelque chose là-dedans, si tout le monde le dit. Comment dit-on déjà? Il n'y a pas de fumée sans feu. Si tout le monde pense cela, c'est qu'il doit y avoir un problème. Et cette unanimité de la part des politiciens et des médias fait partie de l'arsenal de l'Occident en temps de guerre et d'une arme contre sa propre population, une arme dans l'offensive de propagande. Juste avant que nous commencions cet enregistrement,
Pascal, nous parlions, n'est-ce pas, de l'importance de la propagande et des opérations psychologiques dans une guerre impérialiste, et de la manière dont, à travers cette propagande, ils embrouillent et manipulent leur propre population pour qu'elle soutienne sinon pleinement la guerre, du moins qu'elle soit suffisamment confuse pour ne pas s'y opposer de manière significative, principalement pour qu'elle reste confuse, passive, silencieuse, et qu'elle les laisse poursuivre leur agenda et utiliser ainsi les ressources du pays ainsi que sa population. D'un autre côté, leur opération psychologique vise à submerger et terrifier la population ciblée, à lui faire sentir qu'elle a déjà perdu, qu'elle ne peut absolument pas se défendre, et que son propre gouvernement, qui essaye de la protéger, est en réalité son ennemi. Le pouvoir de l'Occident est tout-puissant et ne peut être résisté. Et si vous essayez de résister, vous allez en souffrir. Il vaut donc mieux céder rapidement, maintenant. C'est donc une bête à deux têtes. Et ce que nous voyons, c'est une énorme quantité de désinformation. Des personnes comme vous et moi, qui essayons de suivre l'actualité en ce moment, constatent qu'il est très difficile d'obtenir des informations concrètes. Il y a tellement de guerres psychologiques, en particulier de la part de l'Occident, visant à démoraliser et à embrouiller ceux qui cherchent la vérité, qu'il est très difficile de démêler ce qui se passe réellement. Mais une chose que nous pouvons faire, c'est prendre du recul et examiner l'ensemble du cadre et les principaux piliers du récit qu'on nous présente. Et si l'on regarde la situation du début à la fin, tout repose sur des mensonges. Le mensonge, c'est de dire que l'Iran possédant des armes nucléaires représenterait une menace pour le monde. L'Iran ne possède pas d'armes nucléaires, il répète sans cesse qu'il n'en veut pas et il subit en permanence des inspections pour vérifier qu'il n'en a pas. Mais prenons encore un peu de recul. Et s'il en obtenait une, est-ce vraiment une menace pour le monde? Qui menace le monde avec des armes nucléaires en permanence? Ce sont les impérialistes. C'est le fait que les impérialistes possèdent des armes nucléaires qui poussent d'autres pays à penser qu'il ferait mieux d'en acquérir aussi afin d'empêcher l'Occident d'utiliser ce chantage nucléaire. Vous vous souvenez, après, je crois que c'était après la Libye, je ne suis pas très bon pour retenir les noms exacts, c'était peut-être Hillary Clinton qui a en gros admis publiquement nous avons attaqué l'Irak parce qu'il n'avait pas d'armes nucléaires, nous avons attaqué la Libye parce qu'elle n'en avait pas, et nous n'avons pas attaqué la RPDC parce qu'elle en avait. La RPDC n'a pas lancé d'attaque nucléaire contre le monde. Elle n'essaie pas de le faire. La RPDC, la Corée du Nord, essaie de s'assurer qu'elle ne sera pas attaquée avec des armes nucléaires. Nous savons, grâce à toutes les informations qu'ils ont publiées depuis des décennies, qu'il y a eu plusieurs moments où les États-Unis estimaient que leur domination nucléaire était suffisamment forte pour qu'ils puissent essayer d'utiliser des armes nucléaires après les avoir utilisées au Japon. Elle voulait les utiliser contre l'Union soviétique à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle voulait les utiliser contre la Corée pendant la guerre de Corée. Puis elle a dû reculer parce que les masses populaires du monde entier se seraient vraiment révoltées dans une telle situation. Ils n'ont pas pu construire un récit qui aurait pu le justifier auprès d'assez de gens. Donc, vous voyez, la menace vient de l'Occident et la nécessité de créer ce récit vient de l'Occident. En particulier, nous vivons dans un climat d'après-guerre où, en raison de l'influence du camp socialiste sur l'établissement de règles internationales acceptées, les tribunaux de Nuremberg ont établi un ensemble de principes qui ont été acceptés par la planète entière comme cadre du véritable droit international. Et l'un des points était que le crime le plus grave contre l'humanité est de lancer une guerre d'agression, une agression injustifiée contre un pays qui ne vous menace pas. C'est exactement ce que vient de faire Israël. Et il faut être très clair, Israël n'a pas agi seul. Israël n'agit jamais seul, ni pour lui-même.
Israël est un instrument de l'Occident au Moyen-Orient. En réalité, ce sont donc les États-Unis, la Grande-Bretagne, le camp impérialiste qui ont lancé cette guerre d'agression. Ils sont obligés de la présenter comme une défense pour essayer de la vendre à l'opinion publique, car tout le monde sait qu'une guerre d'agression contre quelqu'un qui ne vous menace pas est un crime grave. Et malgré toute la désinformation que nous recevons, il est en réalité très clair pour quiconque y prête attention que c'est exactement ce qui se passe ici. Comment parviennent-ils toujours à tout retourner, à inverser complètement la situation, dès que cela les arrange? Parce que depuis 3 ans, le camp occidental crie haut et fort qu'il s'agit d'une guerre d'agression non provoquée que la Russie a lancée contre l'Ukraine, et que nous ne pouvons pas tolérer cela. Nous devons défendre l'ordre international fondé sur des règles, exactement ce que vous venez de dire. Et maintenant, ils inversent tout. Ils retournent complètement la situation et disent, parce que, eux-mêmes je veux dire, ils reconnaissent que c'est un problème. Le chancelier allemand, l'autre jour au Canada, lors du sommet du G7, a dit, eh bien, regardez, nous devons remercier Israël de faire le sale boulot à notre place. Même si c'est un peu flou, c'est le sale boulot. C'est nécessaire. C'est pour le bien, parce que le régime des mollahs est le mal absolu. Donc c'est bien que quelqu'un ait le courage de faire ça. Et ils le font. Et bien sûr, les chaînes de télévision et tout ça, ce sont ces porte-voix du pouvoir, non? Ils suivent le mouvement. Mais en fait, ça prend, non? Et certaines personnes adhèrent à cela. Comment expliques-tu que cela soit possible dans une population informée ou une population qui se croit informée? Eh bien, je pense que tu viens de mettre le doigt dessus, Pascal. Ils pensent être informés, mais en réalité, ils sont simplement soumis à une propagande très, très intense. Et la propagande prend de nombreuses formes. Mais la véritable dissidence n'est en fait pas autorisée en Occident. L'Occident, qui se présente depuis la Seconde Guerre mondiale comme le bastion de la liberté d'expression et de toutes ses valeurs, nous dit que nous avons ces droits. Mais si tu essaies d'être quelqu'un comme moi, quelqu'un qui porte un message réellement révolutionnaire à la classe ouvrière sur ce système, tu découvriras que tu es en dehors des limites de ce qui est acceptable. Nous avons donc toute une gamme d'opinions officiellement reconnues qui vont de la droite à la gauche. Mais si on y regarde de plus près, il s'agit de la droite à la gauche de l'impérialisme. Rien n'est permis au-delà de cela. Les discours et idées anti-impérialistes ou socialistes ne sont pas autorisés. Ce n'est pas le cas. Et cela constitue en réalité une politique générale depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous avons donc de nombreuses variantes de propagande pro-impérialiste, de nombreux partis politiques pro-impérialistes, mais au fond c'est toujours la même chose, c'est juste une couleur différente, un autre emballage, une autre forme de décoration autour. Je me souviens avoir remarqué cela très clairement au moment de la guerre en Libye. Je travaillais encore dans les médias et je côtoyais beaucoup de personnes qui étaient allées à l'université, qui étaient des professionnels, lisaient The Guardian et pensaient être bien éduqués et capables de pensée critique. Ce que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'il y a eu cette immense campagne de propagande contre le colonel Kadhafi, pour nous préparer à l'idée qu'il n'était qu'un cas désespéré, et que la Libye était un régime fou et dangereux, et que vraiment il fallait faire quelque chose, non? Et qu'il assassinait son propre peuple. On nous a raconté des mensonges du matin au soir. On a présenté le colonel Kadhafi comme s'il était une sorte de fou, de manière très horrible et très raciste. Ce qui était intéressant à ce moment-là, c'était d'observer, pour moi qui m'intéressais à la Libye depuis un certain temps et qui avait même visité le pays une fois. Et j'ai vu des gens dont je sais qu'ils ne connaissaient rien à la Libye,
lire 2 ou 3 articles dans The Guardian, puis parler de la Libye et du colonel Kadhafi comme s'ils savaient. Vous voyez donc la nature insidieuse de notre machine de propagande. Il existe un type de propagande pour chacun. Et si vous lisez le type de propagande qui semble correspondre à votre mode de vie, vous avez l'impression d'avoir fait preuve d'esprit critique. En réalité, certaines des personnes les plus influencées par la propagande et les moins critiques sont celles qui ont passé beaucoup de temps dans le milieu universitaire britannique et travaillé dans des institutions professionnelles. Leur pensée de groupe est telle que c'en est fou. Mais une partie de cette pensée de groupe consiste à se dire « Je suis un individu doté d'esprit critique ». Vous ne pouvez pas me laver le cerveau. Sauf qu'ils le disent tous à l'unisson, en insistant sur le fait qu'ils ne sont pas manipulés. C'est un phénomène très très réel. Les personnes les plus susceptibles, selon mon expérience en Grande-Bretagne, d'écouter quand on leur dit qu'on leur ment et que ceux qui mentent essayent de les manipuler contre leurs propres intérêts, ce sont les gens plus pauvres, issus de la classe ouvrière, qui vont écouter et dire « Oui, je pense qu'il y a quelque chose dans ce que tu dis ». Plus les gens sont éduqués, plus ils sont professionnels, plus ils ont d'intérêt dans le système, plus ils ont absorbé un type de propagande qui dit « on ne peut pas me laver le cerveau ». C'est une machine très sophistiquée. Oui, c'est une machine très sophistiquée. Cela renvoie aussi à la manière dont nous conceptualisons ce que cela signifie d'être informé, ce que cela signifie d'être un bon penseur, n'est-ce pas? Qu'il faut avoir été à l'université, qu'il faut avoir tous ces diplômes et tout ça. Et alors on devient une autorité. Et une fois qu'on est une autorité, tout ce qu'on dit doit être vrai. Alors qu'en réalité, certaines des très bonnes analyses politiques que l'on obtient viennent aussi des chauffeurs de taxi. On les reçoit de personnes qui travaillent, qui écoutent des choses, puis qui vous disent « Écoutez, quelque chose me paraît pas logique. Je veux dire, je n'ai jamais été attaqué par l'Iran. Ils ne m'ont jamais menacé. Mais soudainement, c'est mon ennemi. C'est ça. » Donc, vous voyez, c'est cette capacité des gens à ressentir quand quelque chose ne tourne pas rond. Mais dites-moi, s'il vous plaît, pourquoi utilisez-vous l'impérialisme comme cadre pour comprendre ce qui se passe dans les relations internationales? Parce que si vous ne le faites pas, il vous sera impossible de comprendre. So, Cath, you. Fondamentalement, je suis marxiste. Et lorsque vous étudiez le marxisme, vous découvrez qu'il possède un immense pouvoir explicatif sur le monde dans lequel vous vivez. La raison en est qu'il s'agit d'une analyse scientifique du système dans lequel nous vivons, le système capitaliste. Ainsi, lorsque vous partez de Marx, vous examinez, comprenez et disséquez tout, le fonctionnement du système capitaliste, la base de cette manière de produire des biens pour le profit. Les employeurs et les employés, les détenteurs de capital et les esclaves salariés sont les principales classes qui composent la société sous le capitalisme. Et ce qui se passe, c'est qu'au fil du temps, le capitalisme s'est développé, passant de ce qu'on appelle le capitalisme de libre-échange au capitalisme monopoliste. Il y a eu un développement historique continu de la concentration des richesses, de plus en plus de richesses entre de moins en moins de mains. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous est tellement familier que nous n'y prêtons presque plus attention, car le marché mondial, le marché capitaliste, s'est transformé en un marché monopolistique capitaliste impérialiste il y a plus de 100 ans. Lénine a rédigé la définition définitive de ce qu'est l'impérialisme, je ne vais pas revenir là-dessus maintenant, mais il a montré comment quelques pays qui sont devenus capitalistes en premier avaient accumulé suffisamment de capitaux
pour qu'ils aient besoin d'exporter du capital afin de maintenir leur rentabilité. Ils ont pu le faire dans le reste du monde parce qu'ils étaient plus avancés économiquement et technologiquement. Ainsi, ils pouvaient profiter du retard relatif, surtout du retard relatif en matière de technologie, pour dominer des pays à travers le monde et les transformer en sources de matières premières et de profit. Et c'était l'époque de l'expansion coloniale à travers le monde. Ensuite, on en est arrivé à un point où le monde entier était devenu un immense marché capitaliste. À ce moment-là, les contradictions inhérentes au système impérialiste apparaissent. On appauvrit les masses, mais on produit aussi d'une manière qui fait que l'on produit toujours plus, encore et encore. Mais les personnes qui produisent toute cette richesse ne reçoivent qu'une très faible part de la richesse qu'elles créent. Ce que l'on engendre, c'est une crise de surproduction. On crée une situation où les biens produits ne peuvent pas être vendus parce que ceux qui devraient les acheter, les masses, ont été appauvris. Ainsi, le marché se rétrécit alors que la quantité de biens produits augmente. Et c'est là une contradiction inhérente au capitalisme. Au départ, les premiers pays capitalistes se sont sortis de cette crise en conquérant toujours plus de territoires et en élargissant sans cesse leur marché. Mais une fois que vous avez conquis le monde entier, un problème se pose. Comment sortir de ce type de crise s'il n'y a plus de nouveaux espaces à conquérir? Il faut alors le faire aux dépens de quelqu'un d'autre. Ainsi, la Première Guerre mondiale fut une lutte entre puissances impérialistes pour savoir qui contrôlerait quelle partie de la planète. Et après cela, bien sûr, une dynamique différente s'est installée, car à mesure que l'impérialisme s'affaiblissait à travers ces guerres massives, de nouvelles puissances socialistes faisaient leur apparition sur la scène mondiale. C'est ainsi que l'Union soviétique a vu le jour. Puis-je vous demander pourquoi vous utilisez le terme impérialisme alors que le problème sous-jacent est le capitalisme? D'où vient la dimension impériale? Ainsi, les impérialistes sont les principales puissances capitalistes du monde et ce sont eux qui ont développé le capitalisme en premier. Ils disposent de réserves de capital qui, avec le temps, ne cessent de croître. Si l'on réfléchit à la manière dont fonctionne le capitalisme, on dispose d'un certain capital à investir et tout l'objectif du capitalisme est de faire fructifier ce capital. Si l'on considère cela comme un processus historique, les pays qui ont développé le capitalisme en premier possèdent une classe dirigeante minuscule, mais la réserve de capital sur laquelle elle repose est immense. Et elle ne cesse de croître, car ce capital, pour fonctionner en tant que capital, doit être investi de manière rentable. Puis cela revient, et il y en a encore plus. Et ensuite, il faut de nouveau l'investir, mais vous avez alors plus à investir avec profit, et cela revient encore. Ainsi, cette lutte pour faire croître votre capital signifie aussi que les pays qui sont arrivés les premiers profitent de cela. Ils ont créé une machine pour aspirer la richesse du monde entier. Et c'est ce qu'il faut comprendre quand on regarde la planète. Quelques pays et quelques classes dirigeantes sont assis au sommet de réserves de richesses accumulées historiquement, qui ont été extraites du reste du monde. Quand on observe le monde et qu'on essaie de comprendre pourquoi tant de pays sont en retard en matière de développement, pourquoi tant de gens sont pauvres alors même qu'ils vivent dans des pays dotés d'énormes ressources naturelles, pourquoi ils n'arrivent pas à progresser et à se développer, c'est parce qu'on les empêche délibérément de se développer, qu'on les empêche de contrôler leurs propres ressources. Ces ressources sont nécessaires pour verser un tribut aux réserves de capitaux de l'Occident qui doivent continuer à croître. Et ces réserves de capitaux ne continueront pas à croître si les populations du monde entier prennent le contrôle de leurs propres ressources et commencent à les utiliser pour développer leurs propres économies.
Oui, parce qu'au fond, le capital n'est pas seulement constitué de choses que l'on peut acheter. C'est un pouvoir brut, pur, car il permet de commander aux gens de faire des choses. 100 pounds, c'est un dîner en famille. 100 milliards de livres, c'est la capacité de commander une armée entière de personnes pour produire quelque chose ou partir en guerre. On peut diriger des gens, et donc on peut aussi projeter du pouvoir. Aujourd'hui, nous voyons cela se reproduire sous nos yeux. Nous voyons comment Elon Musk est passé du statut de simple riche à celui d'homme incroyablement influent. Et nous constatons comment l'argent achète le pouvoir politique, et inversement. Nous voyons également des systèmes avec d'autres systèmes. Nous voyons les Chinois qui ont une économie de marché, mais ne sont pas capitalistes. Ainsi, les politiciens répriment parfois certains types de capitaux qu'ils n'aiment pas, même si cela n'a aucun sens de notre point de vue ou d'un point de vue capitaliste, n'est-ce pas? Pourquoi voudriez-vous éliminer l'industrie du jeu vidéo? Eh bien, ils ont dit que c'était pas bon pour la société, donc ils vont la supprimer. Alors, comment ça s'articule-t-il avec les guerres actuelles que nous observons? Par exemple, pouvez-vous établir un lien avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie? Absolument. Actuellement, le système capitaliste mondial traverse une énorme crise de surproduction et tente désespérément de se sauver. Les impérialistes essaient de se préserver, de maintenir leur position de principaux exploiteurs dans ce système. Ils essaient de sauver l'ensemble du système de la colère des masses, qui sont de plus en plus appauvries, au chômage, incapables de mener une vie décente, souffrant de toutes sortes de manières, aussi bien chez elles qu'à travers le monde. Le consensus social-démocrate d'après-guerre, qui consistait à acheter la paix sociale par des concessions à l'ensemble de la population, c'est terminé. Et tout est en train d'être repris. Les masses en Occident s'appauvrissent, et s'appauvrissent très rapidement elles aussi. Donc on se retrouve dans cette situation. Et les capitalistes, comme je l'ai dit, les impérialistes, ne peuvent pas en sortir sans faire la guerre pour conquérir de nouveaux marchés et éliminer leurs rivaux. Aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, il ne s'agit plus simplement du monde classique où seules les puissances impérialistes dominaient le globe. Nous avons désormais, grâce à la Révolution d'Octobre et à tout ce qui a suivi, un camp de nations socialistes et anti-impérialistes qui cherchent à se libérer et à rester libres. Ainsi, si l'on observe la grande trajectoire de l'histoire, on assiste au déclin de l'impérialisme et à la naissance du socialisme. Ce n'est pas un processus linéaire ni sans heurts, mais les forces qui s'affrontent, même lorsqu'elles ne réalisent pas à quoi elles participent, si elles s'opposent à l'impérialisme, elles contribuent en réalité à ce que les forces du socialisme finissent par remplacer et détruire l'ancien système impérialiste qui s'affaiblit de l'intérieur de multiples façons. Si vous regardez la guerre contre la Russie, c'est une guerre pour contrôler les ressources de la Russie et pour se débarrasser d'un gouvernement en Russie qui maintient le pays souverain et anti-impérialiste. Maintenant, c'est un gouvernement capitaliste, ce n'est pas un gouvernement socialiste, ce n'est pas l'URSS, mais c'est un gouvernement qui est arrivé après l'ère de Boris Eltsine. Boris Eltsine était prêt à laisser la Russie devenir une colonie, simplement un canal de richesse pour l'Occident. Mais la bourgeoisie de Russie, la bourgeoisie nationaliste de Russie a dit « Attendez une minute, nous avons toutes ces choses ». Or, l'ironie, c'est que tout ce que possède la bourgeoisie russe qui lui fait penser qu'elle devrait pouvoir se défendre, elle l'a obtenu grâce au socialisme. Ils ont une industrie décente. Ils ont une éducation correcte. Ils disposent d'infrastructures décentes. Même si tout cela a subi de terribles coups après la chute de l'Union soviétique, ils ont les moyens, les connaissances, la capacité de se tenir debout par eux-mêmes.
et ils ne sont pas prêts à n'être qu'un vassal, un peuple soumis, laissant leurs ressources et leurs richesses être drainés comme un tribut au capital financier de l'Occident. Ils ont donc décidé de se défendre. Eh bien, pour les impérialistes, cela n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable parce qu'ils ont besoin de réaliser ces profits, les super profits dont ils sont privés. Si vous vous contentez de commercer avec d'autres pays, ce n'est pas le profit maximal. Le profit maximal vient du pillage. Et c'est ce dont ils ont besoin pour rééquilibrer leur système. Ils ont besoin d'une orgie de pillage, comme celle qu'ils ont eue lors de la chute de l'Union soviétique en 1991. Le système capitaliste mondial était lui aussi en profonde crise à cette époque, et ils ont réussi à se restabiliser temporairement grâce à une orgie de pillage des ressources de l'Union soviétique et des républiques socialistes d'Europe de l'Est. Aujourd'hui, l'Europe de l'Est est en grande partie devenue une colonie, mais la Russie a eu la force et la capacité d'arrêter ce processus, de l'inverser et de redevenir un pays souverain. Et cela est une abomination pour l'Occident. C'est pourquoi ils sont tous vent debout et qu'ils s'unissent pour détruire la Russie. Et ils ont ouvertement parlé, enfin, ils parlent de décoloniser la Russie. C'est un terme tellement répugnant à utiliser, venant des impérialistes contre un pays qui essaie simplement d'être souverain. Mais ce qu'ils veulent dire, et ils l'ont dit ouvertement, c'est qu'ils veulent briser la Russie en morceaux pour la rendre plus facile à gérer, afin de pousser les petits morceaux à se faire la guerre entre eux et de s'ériger en suzerains, pour piller plus efficacement l'immense richesse de la Fédération de Russie. C'est leur objectif. Ils ont besoin d'une victoire dans cette guerre, et le fait de ne pas l'obtenir les rend désespérés. Je pense que c'est en partie pour cela qu'ils étendent la guerre à d'autres théâtres, parce qu'ils ont besoin d'un coup de fouet pour sauver un système qui est en réalité au bord d'un effondrement financier massif. Le fait est que ces guerres créent aussi une économie de guerre, n'est-ce pas? Et en réalité, vous savez, je veux dire, il n'y a pas que les armes qui sont utilisées, mais elles produisent aussi un peu de travail, etc. Mais d'un autre côté, elles détruisent aussi une partie de la richesse. Peut-être pouvez-vous en parler. Mais j'ai encore une question qui me trotte dans la tête depuis un moment. Il y a quelques mois, j'ai eu une discussion avec une marxiste suédoise, et c'est lorsque j'ai parlé ici le terme mondialiste. Parce qu'il existe toute une tendance, surtout sur les réseaux sociaux, qui tente d'expliquer ce qui se passe en disant essentiellement que c'est l'œuvre d'une élite mondialiste qui ne cherche que son propre intérêt et qui coopère, collabore à travers les nations afin d'accumuler des richesses. Mais ils utilisent le mot mondialiste. Et puis cette collègue marxiste nous a fait remarquer que c'est un concept de droite. C'est pourquoi elle a dit qu'elle utilise le terme impérialisme pour expliquer cela. Es-tu d'accord avec ça? Et peux-tu, parce que je n'ai pas eu le temps d'approfondir avec elle, développer cette façon de présenter un phénomène similaire que nous essayons d'une certaine manière de comprendre? Absolument. Vous savez, c'est le marxisme et la théorie marxiste qui nous expliquent le monde, et c'est ce qui en fait un outil très très puissant dont la classe ouvrière doit s'emparer. C'est pourquoi on nous pousse à ressentir une aversion envers l'utilisation des termes marxistes, qui sont pourtant très scientifiques et précis. Ils ont des définitions exactes, et vous pouvez les expliquer, vous savez, vous pouvez les illustrer et montrer ce qu'ils signifient dans le monde. Vous pouvez les relier à une compréhension plus large de la société de classe et de l'exploitation, ainsi qu'aux outils et à la compréhension nécessaire dont la classe ouvrière a besoin pour se libérer et créer une société socialiste.
C'est donc puissant d'étudier et de comprendre le marxisme. Et si vous popularisez la compréhension et la terminologie marxiste, cela devient très menaçant pour la classe dirigeante. Ils s'efforcent donc de créer des phrases alternatives, imprécises, qui veulent à peu près dire la même chose, mais pas tout à fait. Et vous pouvez les utiliser comme bon vous semble, n'est-ce pas? Ainsi, mondialisme est utilisé par beaucoup de gens, et cela signifie, en gros, ce qu'ils veulent que ça signifie. Mais ils font référence au fait qu'il existe une coopération entre les super riches, la toute haute bourgeoisie au sommet de chacune des nations impérialistes dans le monde aujourd'hui. L'un des aspects qui me semble vraiment révélateur à ce sujet, c'est le fait que la bourgeoisie, dans chaque nation, y compris dans les nations impérialistes, est traversée par des divisions internes. Lorsque nous entrons dans une période de crise comme celle que nous connaissons actuellement, certaines fractions de la classe dirigeante estiment que cette logique de guerre ne leur permet pas de survivre. En général, il s'agit des fractions les plus modestes de la bourgeoisie. Ils peuvent être de grands hommes d'affaires, mais à mesure que le capital s'accumule et que les grands bourgeois deviennent immensément riches, même quelqu'un qui est milliardaire à un niveau relativement bas peut être considéré comme un petit bourgeois par rapport aux entreprises valant plusieurs milliers de milliards de dollars qui se trouvent tout en haut de l'échelle. Il existe donc une animosité envers l'agenda perçu comme favorisant l'accumulation du capital d'une manière telle que même de grands bourgeois en deviennent désavantagés. Maintenant, si l'on réfléchit à la démocratie en Occident, il s'agit d'une démocratie bourgeoise. Cela signifie que c'est une démocratie réservée à ceux qui peuvent se permettre d'y accéder. Ainsi, dans les journaux et les tribunes, où s'exprime la bourgeoisie, il s'agit de courants de pensée entre factions rivales de la classe dirigeante. Le capitalisme est un système caractérisé par la concurrence. Et même lorsqu'une classe se rassemble pour renforcer sa position face à d'autres pays ou contre sa propre population laborieuse, elle se bat aussi constamment, tels des chats dans un sac pour la suprématie interne, cherchant des occasions de se dominer mutuellement et de prendre l'avantage sur ses propres rivaux. Il est donc très difficile qu'il y ait une véritable unité entre les capitalistes et les impérialistes, même s'ils peuvent conclure des arrangements temporaires. Mais chacun de ces arrangements peut toujours être rompu s'il y a un avantage commercial à le faire. Cette question du globalisme, je pense que c'est une façon de masquer le fait qu'il existe un terme précis pour ce qui se passe dans le monde, et c'est l'impérialisme. Mais toutes les connotations qui accompagnent cette compréhension, liées à la reconnaissance de la lutte des classes, à la reconnaissance que le capitalisme n'est pas la fin de l'histoire, mais simplement une phase du développement humain, qui sera ensuite remplacée par le socialisme. Si l'on permet aux gens de commencer à accéder à cela, c'est très dangereux. En réalité, ce qui se passe avec la classe dirigeante lorsqu'elle se dispute en son sein, c'est qu'elle cherche à rallier à sa cause certaines fractions de la classe ouvrière. Elle essaye donc d'enrober son message de manière à donner l'impression « nous sommes de votre côté ». Très souvent, on constate que de petites forces bourgeoises dans un pays présentent leur message de façon à séduire une partie de la classe ouvrière et de la petite bourgeoisie en le faisant passer pour du bon sens. Nous n'aimons pas ces grands capitalistes plus que vous. Ce qu'elles veulent vraiment dire, c'est qu'elles aimeraient devenir ces grands capitalistes. Mais il est toujours important pour la classe dirigeante de pouvoir s'assurer le soutien de certaines fractions de la classe ouvrière. Elle ne peut pas faire grand-chose sans ce soutien. Oui, parce qu'au final, il faut des gens pour faire les choses. Parce qu'encore une fois, tout dépend de qui fait quoi et de qui se contente de peu. Et pour que quelques-uns aient beaucoup, il faut que beaucoup aient peu. Mais ensuite,
Ce que nous voyons, c'est comment fonctionne le monde international et comment ce déferlement constant de militarisme et de violence de masse, ce qui m'inquiète le plus. Comment se fait-il que nous ne puissions pas sortir, que nous ne puissions pas briser ce cycle de violence de masse, malgré les efforts déployés? Les Nations Unies sont un effort en ce sens. L'idée des droits de l'homme est un effort en ce sens. Nous avons beaucoup de ces institutions, et nous les créons parce que nous sommes tous, du moins en parole, d'accord pour dire que nous voulons nous éloigner de la violence de masse. De fait, ce n'est pas le cas. Elle ne cesse de changer de forme et de nom, et nous rebaptisons le droit de la guerre en droit international humanitaire parce que cela sonne un peu mieux. Mais nous conservons les mêmes concepts. Et en réalité, elles ont un but, n'est-ce pas? Elles servent à réduire la violence, même lorsque la violence de masse éclate. As-tu une façon de concevoir cela, à part le fait que les impérialistes mentent constamment? Donc, les impérialistes mentent, et ils mentent particulièrement sur leur désir de paix, de sécurité, de développement et d'égalité. Mais il faut comprendre pourquoi ils mentent à ce sujet, car ce n'a pas toujours été le cas. Ils ont commencé à devoir mentir sur ces questions après la Révolution d'Octobre. Ce sont donc des mesures défensives. La prédominance des États-Unis en tant que puissance impérialiste s'est affirmée à l'ère de la décolonisation, de l'anti-impérialisme et de la montée du socialisme. Ainsi, pour se rendre acceptable auprès d'assez de gens dans le monde, malgré ce qu'ils faisaient, ils ont constamment dû envelopper leurs actions dans un récit, en réalité, des récits issus du socialisme. C'est le socialisme qui a popularisé l'idée que les êtres humains sont égaux et ne devraient pas être exploités. C'est le socialisme qui a popularisé l'idée que les nations sont égales et ne devraient pas entretenir de relations inégales. C'est le socialisme qui a diffusé l'idée et la perspective que l'humanité peut réellement vivre en paix, que c'est possible, et que le développement et la prospérité peuvent être accessibles à tous. Ce n'est qu'avec le socialisme que l'on peut obtenir ces choses. L'Union soviétique l'a prouvé à tout le monde. Et donc, afin de, vous savez, dans cette ère de décolonisation, alors que l'impérialisme existait encore en tant que système, ils ont dû se présenter différemment. Les États-Unis ont beaucoup moins colonisé directement. Ils possèdent quelques colonies directes, mais ils n'en parlent pas et ne les présentent pas comme des colonies directes. Ils n'admettent pas que c'est ce qu'elles sont, ils doivent faire semblant qu'il s'agit d'autre chose. Mais la plupart du temps, ce qu'ils font, c'est une domination néocoloniale, contrôlée par des moyens financiers, avec la coercition militaire toujours présente, mais comme une main cachée dans le dos. Ils essaient simplement d'utiliser leur argent pour soudoyer suffisamment de dirigeants afin de les garder de leur côté et de mettre en place des situations qui maintiennent les pays asservis, endettés et incapables de se défendre, de défendre leur peuple et de protéger leurs ressources. Il faut donc considérer ces institutions et cette acceptation de certaines idées comme une posture défensive. Et à bien des égards, cela montre que l'impérialisme est dans une position plus faible qu'avant la Première Guerre mondiale, car les impérialistes se vantaient ouvertement de leur supériorité. Ils disaient ouvertement des choses comme, vous savez, les pays ne peuvent pas faire les mêmes choses. Oh, les gens de couleur mettront 1000 ans à rattraper les blancs. C'est inné. Ce sont simplement des gens enfantins. Les Africains, en fait, ne sont même pas pleinement des êtres humains. Ils pouvaient dire ouvertement toutes sortes de choses qu'aujourd'hui ils n'oseraient plus dire, même s'ils continuent à le penser et à agir en conséquence. L'hypocrisie vient du fait que nous sommes constamment confrontés à la réalité de ce qu'ils pensent vraiment à travers leurs actes, leur véritable but et objectif, et leur véritable attitude envers les êtres humains, qui est exactement la même qu'à l'époque de la Première Guerre mondiale,
lorsque les généraux de la classe dirigeante envoyaient chaque jour des milliers d'ouvriers se faire massacrer devant des mitrailleuses. Et ils ne se souciaient pas du nombre de leurs morts tant que leur camp finissait par l'emporter. Chair à canon, c'est de là que vient cette expression. Eh bien, le fait est qu'aujourd'hui, ils doivent essayer de trouver leur chair à canon ailleurs, parce que les implications révolutionnaires de continuer à utiliser leur propre population de cette manière sont en réalité assez effrayantes pour les impérialistes. C'est quelque chose qu'ils essayent d'éviter. Donc oui, je pense qu'il faut voir l'ONU, tout ce discours sur les droits de l'homme, comme une manœuvre défensive pour essayer de déguiser le système en quelque chose qu'il n'est pas. Et le fait que nous soyons constamment confrontés à leur hypocrisie montre la faiblesse au cœur du système, qu'il ne peut pas dire la vérité sur lui-même. Ainsi, l'hypocrisie n'est pas de la stupidité. C'est une conséquence de la manière dont le système doit se présenter, tout en agissant différemment. Sinon, nous n'aurions pas le système que nous avons. Exactement. S'ils agissaient conformément à leurs paroles, ils construiraient le socialisme. Je vais garder cela très précieusement à l'esprit désormais. Mais peut-être encore une chose, la façon. Quelle était cette autre chose à laquelle je pensais il y a une seconde? Désolé, j'ai perdu le fil de ma pensée. Ce besoin et cette envie constante de produire de la violence comme moyen, aussi pour la capacité productive. Je veux dire, dans certains cercles, je parle beaucoup avec des personnes qui essayent de comprendre ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel. Ou on peut ajouter quelques mots de plus, comme le complexe militaro-industriel, think tank, académique, médiatique. On peut l'allonger, mais l'idée reste la même. Il existe toute une industrie où les rouages s'emboîtent les uns dans les autres. D'un côté, ils génèrent d'énormes profits. De l'autre, ils produisent la mort de masse. Et c'est aussi ce qui régit le système. Est-ce que tu penses aussi que cela fait partie intégrante de ce système impérialiste? Ou est-ce que c'est une analyse trop étroite du problème? Je pense que c'est trop réducteur. Bien sûr, c'est un facteur important, l'industrie de l'armement et toute la machine de guerre. Mais si l'on prend un peu de recul, pourquoi les impérialistes ont-ils besoin de coloniser, de contrôler et de soumettre d'autres peuples? C'est pour assurer le flux de profit maximum. Et il faut toujours revenir aux motivations économiques derrière tout cela. Actuellement, vous savez, pourquoi ont-ils besoin de... Donc, premièrement, ils doivent tout faire pour contrôler les populations, et ils y parviennent en les terrorisant. Si les gens essayent de se défendre, il faut leur montrer qu'ils ne peuvent pas le faire, et tous les moyens sont bons pour réprimer l'aspiration des peuples à la liberté. Et bien sûr, nous vivons à l'ère post-révolution d'octobre, post-libération nationale, où chaque peuple estime avoir le droit d'être libre. De plus en plus, pour maintenir leur domination, les impérialistes doivent recourir à toujours plus de violence. Plus personne ne considère qu'il est justifié d'être colonisé et pillé. Ils n'acceptent plus cela sans broncher. Il n'y a donc pas d'alternative. Si vous voulez que votre quête de profit se poursuive, vous devez être extrêmement répressif partout dans le monde. Voilà le premier point. Deuxièmement, ils essaient désespérément de créer de la demande dans un système où il y a surproduction, trop de biens et pas assez d'acheteurs. Pour créer de la demande, l'une des méthodes consiste en une orgie de destruction. La destruction est en réalité très importante. Regardez la fin de la Seconde Guerre mondiale. Certains des bombardements qui ont eu lieu juste à la fin n'avaient rien à voir avec la défaite de l'ennemi, mais tout à voir avec d'un côté, il s'agissait de priver les nouvelles républiques socialistes d'infrastructures. On allait leur refuser l'accès à des infrastructures, à l'industrie et aux matières premières qui avaient déjà été organisées. Du côté ouest allemand,
Il s'agissait bien plus de créer une situation où tout devait être reconstruit pour que les entrepreneurs puissent ensuite intervenir. Regardez à quel point cela était important pour les impérialistes. À la fin de la guerre en Irak, sur quoi se disputaient-ils? Premièrement, sur qui allait exploiter la richesse pétrolière de l'Irak, et deuxièmement, sur qui allait obtenir les contrats de reconstruction. N'est-ce pas? Parce que cela crée une demande pour leurs activités. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas reconstruit l'Irak. L'Irak a toujours un système électrique qui fonctionne mal. L'Irak reste, de manière indirecte, sous le contrôle direct des États-Unis. Et les États-Unis n'autorisent pas la reconstruction de certaines infrastructures. C'est comme si on disait « pas de barrage, pas d'électricité pour vous, et vous devez vous débrouiller avec le peu auquel vous avez accès. Sinon ce sera plus de sanctions et tout ça. » Pourquoi? Pourquoi certains pays comme l'Allemagne et le Japon ont-ils été reconstruits? Et pourquoi Trump évoque-t-il l'idée d'une Riviera au Moyen-Orient? C'était quoi, la Riviera? Je veux dire, Gaza, la reconstruction de Gaza, non? C'est une énorme opportunité de contrat. Exactement ce que tu dis. Mais dans certains endroits, il n'y a aucune reconstruction. Et il reste écrasé sous le joug pendant des décennies, voire des siècles. Si vous examinez la situation après la Seconde Guerre mondiale et que vous considérez la localisation géographique de l'Allemagne de l'Ouest et du Japon, vous pouvez répondre à la question. Ils ont été autorisés et même financés à se redévelopper rapidement et à se réindustrialiser à grande vitesse, devenant ainsi des puissances industrielles précisément pour prouver au monde que le capitalisme était supérieur au socialisme. Car bien sûr, de l'autre côté, en Chine, en Union soviétique, en Allemagne de l'Est, il y avait d'énormes efforts de reconstruction et une industrialisation massive après les ravages de la Seconde Guerre mondiale. C'était donc une opération de promotion du système. Et c'était aussi, vous savez, deux bases pour d'énormes contingents de troupes américaines. C'était donc une tentative de contenir le socialisme et de prouver aux travailleurs des pays non socialistes tout ce qu'ils pensaient que seul le socialisme pouvait leur apporter, le capitalisme pouvait aussi le leur offrir. C'était en quelque sorte une campagne de marketing de façade, si vous voulez. Mais si l'on regarde la manière dont ils ont été redéveloppés, ils l'ont été de telle sorte que, même s'ils restent des puissances impérialistes avec des classes dirigeantes impérialistes détenant beaucoup de capital financier, ils ont été autorisés à se redévelopper d'une manière très subordonnée aux intérêts de l'impérialisme américain. Merci pour cela. Peut-être une dernière chose. Revenons à la Grande-Bretagne. Il y a eu ce moment où il semblait que Jeremy Corbyn Jeremy Corbyn était le chef du Parti travailliste. Et Jeremy Corbyn, à bien des égards, a selon moi une approche très raisonnable des politiques sociales, ainsi que des politiques et de la politique internationale. Il a été évincé du pouvoir à la suite de ses accusations d'antisémitisme, puis une grande partie du parti a été purgée, y compris de nombreux juifs. Était-ce une tentative du système d'éjecter quelque chose qui ne fonctionnait pas, ou quelque chose qui se rapprochait de votre vision du monde? Ou comment interprétez-vous ce qui est arrivé à Corbyn? Nous avons en fait un petit livret intitulé « L'ascension et la chute du projet Corbyn », car c'est quelque chose d'important à comprendre pour les travailleurs britanniques. La position de mon parti est qu'il n'y avait aucune chance que Jeremy Corbyn puisse tenir les promesses qu'il faisait aux gens. La première chose à comprendre, c'est que le Parti travailliste est un parti impérialiste. Il l'a toujours été, depuis le début, un parti spécifiquement antisocialiste et pro-capitaliste. Il a toujours servi les intérêts de l'impérialisme britannique. Le tout premier gouvernement travailliste, dès 1924, bombardait l'Irak, emprisonnait et persécutait les communistes en Inde,
menait des campagnes de terreur de masse dans les colonies et de manière spécifique et ouverte, déclarait à la classe dirigeante « L'Empire est en sécurité entre nos mains ». C'est littéralement ce que les premiers ministres travaillistes disaient à la classe dirigeante pendant leurs 8 mois au pouvoir, lorsqu'ils ont été testés pour la première fois comme un moyen de relâcher la pression des travailleurs en colère contre le système et tous ses crimes, dans une situation assez révolutionnaire après la Première Guerre mondiale, n'est-ce pas? Donc, le Parti travailliste est un parti impérialiste. Il a une histoire totalement pro-impérialiste. Il est devenu une partie intégrante de la machine d'État en Grande-Bretagne, totalement récupérée par l'ensemble de l'appareil. Nous avons, comme ailleurs, ce genre de duopole entre le principal parti au pouvoir et le parti secondaire, et le Parti travailliste a pris la relève du Parti libéral à un moment où la colère de la classe ouvrière avait besoin d'un exutoire. Ainsi, chaque fois que vous voulez mettre en place une réforme en faveur de la classe ouvrière, vous ajoutez « travail » devant pour donner l'impression que le Parti travailliste l'a fait pour vous et pour entretenir ce récit selon lequel le Parti travailliste voudrait d'une certaine manière le socialisme. Des personnes comme Jeremy Corbyn, il y a toujours eu quelques personnes au sein du Parti travailliste, des députés, qui sont qualifiés de socialistes. Ce ne sont pas des socialistes, ce ne sont pas des révolutionnaires, ils n'essaient pas d'abolir le capitalisme. Ce qu'ils veulent, c'est un capitalisme avec des caractéristiques plus humaines. Ce qu'ils veulent, c'est un plus gros pot de vin pour que les travailleurs détournent le regard pendant que nos dirigeants pillent, exploitent et massacrent partout ailleurs dans le monde. Ce que vous faites là-bas, ça va tant que vous en ramenez un peu plus ici. La difficulté pour Jeremy Corbyn en particulier, c'est qu'il a toujours joué le rôle de la minorité, constamment mise en échec. Et son travail, c'est d'être une petite feuille de vigne au sein du parti, afin que la propagande puisse dire aux travailleurs « Oh, le Parti travailliste est le parti de la classe ouvrière. Le Parti travailliste est le parti vers lequel vous devez vous tourner si vous êtes socialiste. » Ils peuvent continuer à faire cela parce qu'ils ont quelques socialistes feuilles de vigne pour remplir ce rôle. Et Jeremy Corbyn a toujours été l'un d'eux. Il était là pour dire ce qu'il fallait et se faire mettre en minorité. Et « Oh, j'ai fait mon travail ». C'était sa carrière professionnelle, il était payé pour faire ce travail. C'est un rôle assez insidieux parce qu'on fait semblant d'être quelque chose qu'on n'est pas vraiment. Donc, Jeremy Corbyn n'a jamais été l'ami des travailleurs qu'on présentait. Ce qui était intéressant à observer dans la campagne contre lui, c'était la façon dont, parce qu'il proposait un ensemble de revendications assez populaires, qui étaient en réalité très modérées, des revendications social-démocrates modérées, mais elles arrivaient à un moment de crise économique profonde. La classe dirigeante ne peut pas financer ces revendications, même si elles sont assez modérées. Ce ne sont pas vraiment des mesures énormes. Ils ne nous ramenaient pas complètement en 1945. Ils n'annulaient pas toute l'austérité et toutes les coupes que nous avons connues, mais ils disaient en quelque sorte « Ne pourrions-nous pas les atténuer un peu, s'il vous plaît ?» Cela n'était pas acceptable. Mais deux autres choses étaient bien plus inacceptables. La première, c'est que Jeremy Corbyn était le membre du groupe parlementaire travailliste, socialiste, qui avait été désigné comme l'ami de la Palestine. Il était donc toujours présent à chaque événement de solidarité avec la Palestine, faisant son genre de discours « Oh, les choses sont injustes et ce n'est pas très sympa ». Et donc il ne pouvait pas être relooké, il ne pouvait pas être reconditionné en sioniste. Mais on ne peut pas être le grand patron, le PDG qui dirige ou semble diriger l'impérialisme britannique ou les intérêts gouvernementaux britanniques sans être sioniste.
Le sionisme n'est pas une option pour un homme politique britannique de haut niveau, c'est obligatoire. Ce qui était intéressant, c'était de voir comment Jeremy Corbyn ne tenait pas tête. Tous les principes qu'il était censé défendre lorsqu'il était à la tête du Parti travailliste, il n'en a défendu aucun. On l'a attaqué sur sa politique envers l'OTAN et il a cédé. On l'a attaqué sur la guerre en Syrie et il a cédé. On l'a attaqué sur l'armement nucléaire et il a cédé. On l'a attaqué sur le Brexit. C'était une autre chose qu'il ne pouvait vraiment pas lui pardonner, qu'il ait défendu l'idée que le résultat du référendum devait être respecté. Mais la classe dirigeante essayait désespérément d'inverser le résultat du référendum à ce moment-là. Donc ils étaient très en colère contre lui à ce sujet. Mais quand ils se sont suffisamment acharnés sur lui, il a cédé. C'est là qu'il a perdu l'allégeance d'un grand nombre de travailleurs qui, jusque-là, avaient vraiment ressenti de l'optimisme et de l'espoir dans sa campagne. Après cela, ils se sont dit qu'il n'était qu'un lâche de plus qui ne tiendrait pas tête. C'était pareil avec la campagne sur l'antisémitisme. Si quelqu'un vient vers vous et ment en disant « tu es raciste, tu es antisémite », il y a bien une chose dont on ne peut pas accuser Jeremy Corbyn, le racisme ou l'antisémitisme, n'est-ce pas? S'est-il défendu en disant « non, c'est un mensonge, je ne le suis pas, ni les membres de mon cabinet, ni notre parti n'est intrinsèquement antisémite ». Non, il ne l'a pas fait. Il a dit « oh désolé, oh désolé, oh désolé ». Et plus il s'excusait et reculait, plus ils s'acharnaient sur lui. Ils l'ont persécuté, lui et tout son parti. Et pendant qu'il était le chef, il y a eu une véritable chasse aux sorcières au sein du Parti travailliste pour expulser toute personne pro-palestinienne sous prétexte d'antisémitisme. Et c'est lui, en tant que leader, qui a présidé et facilité cela. D'accord. Merci beaucoup pour cela. J'avais vraiment besoin de ce point de vue sur ce qui lui est arrivé là-bas. Jyoti, si les gens veulent te suivre, ainsi que tes écrits et tes publications, où devraient-ils aller? Merci. Donc mon parti est le CPGBML. Notre site web est simplement The Communists, avec un S, thecommunists.org. Et je demanderai aux gens d'y aller, de s'inscrire à nos newsletters, de lire nos analyses. C'est vraiment, vraiment utile. Le moyen le plus simple de suivre ce que nous faisons, c'est sur Telegram. C'est définitivement mon réseau social préféré. Nous avons une chaîne là-bas, The Communists. J'ai aussi une chaîne personnelle, Jyoti Brar. Si vous voyez mon nom en bas, J-O-T-I-B-R-A-R, Jyoti Brar. J'ai une chaîne Telegram. Nous avons une chaîne YouTube fantastique qui s'appelle Proletarian TV, que je vous invite à regarder. Et vraiment, ce que nous voulons, c'est que les gens s'engagent avec nos analyses, commencent à s'éduquer eux-mêmes et se mettent en position de comprendre la nécessité de s'organiser de manière sérieuse et scientifique. Tout le monde. Les liens seront disponibles dans la description ci-dessus et nous en reparlerons. Je pense vraiment que cette analyse est importante et qu'elle contribue à la manière dont nous pouvons et devrions probablement comprendre ce qui se passe autour de nous. Jyoti Brar, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup.